L'été étouffant de 1683, l'Europe retint son souffle. Les vents venant de l'Est ne portaient pas que la chaleur, ils portaient des rumeurs. Des rumeurs de feu, de conquête, d'un empire en marche. Le long du Danube, les marchands murmuraient des récits de bannières étranges s'amassant à l'horizon, de villes disparues, d'églises réduites en cendres. D'abord, on crut à des peurs déformées en mensonges. Mais vinrent ensuite les réfugiés, le regard vide, le silence accroché aux lèvres. Leurs maisons détruites, leurs prières restées sans réponse. En juin, les rumeurs prirent cher. L'Empire ottoman, immense et discipliné, avançait et Vienne était dans sa ligne de mire. Il ne venait pas discrètement. L'armée de Kara Mustafa Pacha se mouvait comme un continent vivant, s'étendant d'un horizon à l'autre, un déferlement d'acier et d'ambition. Vienne, fière capitale des Habsbourg, se dressait sur leur chemin. Elle avait vu des guerres, vu des empires naître et s'effondrer, mais jamais une telle force, jamais un tel absolu. Dans ces grandes salles, la peur glissait déjà sous les tapisseries. L'empereur du Saint-Empire, Léopold Ier, rassembla ses affaires et fuit vers l'ouest, abandonnant son trône à la poussière. Derrière lui, la ville fut laissée à son destin. La défense reposa alors sur un seul homme, le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg, 36 ans, inflexible et désormais dernier rempart entre l'Europe et la tempête. Quand les premiers éclaireurs ennemis apparurent à l'horizon, la ville se referma sur elle-même. On monta la garde, on verrouilla les portes. Et chaque homme, chaque femme, chaque enfant se prépara à affronter l'obscurité qui tombait. Ils n'étaient pas une armée, ils étaient une force de la nature. L'armée de Kara Mustafa déferlait à travers les Balkans comme le tonnerre sur un ciel ouvert. Derrière elle, le silence. Des villages rasés, des églises profanées, des cités anéanties ou soumises par la peur. Ce n'était pas seulement leur nombre qui terrifiait l'Europe, c'était leur précision. Les janissaires, l'infanterie d'élite du sultan, avançaient au pas, la discipline gravée dans chaque geste. Les cavaliers sipahis brillaient au soleil, leurs armures scintillant comme des serpents d'acier. Les Tatars, farouches et insaisissables, semaient la terreur comme un souffle brûlant précédant l'incendie. Derrière cette vague venaient les ingénieurs du siège, pas pour construire, mais pour détruire. Leurs chariots débordaient de poutres, d'outils, d'explosifs. Des tranchées seraient bientôt creusées. Des tunnels serpenteraient sous les murailles de Vienne. Et au centre de cette marée, sous un pavillon de rouge et de vert, trônait Kara Mustafa lui-même calme, confiant, implacable. Il croyait que Vienne tomberait sans avoir besoin d'être prise par la force, simplement encerclée, affamée, asphyxiée. Depuis Edirne jusqu'aux frontières autrichiennes, les cités pliaient ou mouraient. En juillet, les bannières ottomanes flottaient aux portes de l'Autriche. Le théâtre était prêt. Pour l'Europe, c'était l'heure du jugement. Pour Vienne, le bruit sourd de pas dans la nuit. Vienne se tenait telle une bougie vacillante dans la tempête fière, tremblante et seule. Le 7 juillet, l'empereur Léopold Ier abandonna la ville, s'éclipsant vers l'ouest avec sa cour, son sceptre et sa peur. La noblesse suivit, laissant derrière elle palais vides et promesses creuses. Ce qui restait, c'était une cité dépouillée, confiée à une garnison d'à peine 15 000 hommes et une milice citoyenne réduite. Et au cœur de cette défense fragile, se dressait un homme, le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Jeune, inébranlable, le regard fixé sur l'histoire. Le destin de Vienne et peu, être de la chrétienté pesait désormais sur ses épaules. Lorsque l'avant-garde ottomane apparut le 14 juillet, ce ne fut pas avec le fracas, mais avec le silence glacial de l'inéluctable. 3 jours plus tard, la ville était totalement encerclée. Du haut des remparts, les yeux viennois contemplaient l'impossible. Un océan de tentes ottomanes s'étendant à perte de vue, brillant comme la soie sous le soleil d'été. Au centre, trônait le pavillon grandiose de Kara Mustafa, plus palais que tente, orné de fontaines, de tapis, une provocation colorée face aux murailles blessées de Vienne. Et pourtant, la ville ne trembla pas. Starhemberg se dressa sur les remparts, le regard ferme. Sous lui, une armée épuisée mais vivante de soldats, boulangers, maires, prêtres tous prêts à se battre. Vienne ne tomberait pas en silence. Puis vint le marteau. Les premiers boulets de canon frappèrent par une chaude nuit de juillet, déchirant les bastions qui avaient tenu des générations durant. À partir de ce moment, le siège devint un rythme de tonnerre et de silence jour après jour. Les Ottomans pilonnaient les murailles. Nuit après nuit, ils creusaient, perçaient des tunnels et attendaient. La vie à l'intérieur de Vienne se désagrégeait. Le pain était rationné jusqu'à la mie. L'eau, autrefois puisée dans le Danube, fut coupée.
La maladie s'insinuait dans les ruelles comme un second envahisseur. Les familles se blottissaient dans les caves sous des plafonds tremblants. Les églises devinrent des hôpitaux, puis des morgues. Et pourtant, la ville tenait bon. La voix de Starhemberg résonnait depuis les remparts, comme le fer frappant la pierre. Nous ne céderons pas. Chaque brèche ouverte par les Ottomans était comblée de gravats, de poutres et de sang. Les civils se passaient des pierres, de l'eau et des munitions, de main en main. Les femmes transportaient la poudre au canon, les garçons comblaient les failles du mur de leur propre corps. Chaque assaut était repoussé non seulement par des soldats, mais par un peuple décidé à ne pas plier le genou. Hors des murs, Kara Mustafa attendait. Ses ouvrages de siège se rapprochaient. Ses sapeurs posaient des mines sous les entrailles de Vienne. Il était patient, convaincu que la ville mourrait de faim avant de rompre. Mais derrière ces défenses en ruine, quelque chose grandissait, non pas le désespoir, mais la défiance. Le temps était l'arme préférée de Kara Mustafa. Il croyait que la victoire ne viendrait ni par le feu, ni par la fureur, mais par le silence glacial de la famine. Son armée serrait Vienne comme un étau. Chaque jour, l'étreinte se resserrait. Les canons grondaient, les sapeurs avançaient sous terre. Mais lui, il attendait. Il refusait de lancer un assaut total, craignant un bain de sang qui ruinerait sa gloire. Il misait sur la lente asphyxie, sur l'effondrement intérieur. Dans Vienne, les jours devenaient des cendres. Le pain n'était plus qu'une ombre. Les chats et les pigeons disparurent. Les enfants maigrissaient dans l'ombre des maisons effondrées. Et pourtant, rien ne cédait. Lorsque les sapeurs ennemis approchaient, les habitants jetaient de l'huile bouillante, du verre brisé. Quand les mines faisaient sauter un bastion, on le rebâtissait avec ce qu'on avait. Des pierres, des poutres, des corps. Le siège n'était plus une guerre, c'était une épreuve de volonté. Et pendant que Kara Mustafa calculait, persuadé que le temps était son allié, quelque chose d'autre se levait loin au nord. Car chaque explosion, chaque cri échappé de la ville encerclée, était plus qu'un appel, c'était un cri lancé à toute la chrétienté. Et quelque part, un roi avait déjà répondu. Les canons ottomans faisaient trembler les murs de Vienne, mais leur écho faisait vibrer l'Europe tout entière. À Rome, le pape Innocent XI ne vit pas simplement une ville assiégée, il vit la chrétienté au bord de l'abîme. Pour lui, la chute de Vienne ne serait pas une simple défaite militaire, mais l'effondrement d'un monde spirituel. Alors, il agit. Pas avec des lames, mais avec des lettres, de l'or et la foi. Depuis le Saint-Siège, il appela rois et ducs à oublier leurs querelles, à s'unir non comme des rivaux, mais comme des défenseurs d'une même âme. Ces lettres traversèrent les Alpes, les forêts, les plaines, portées par l'urgence et la conviction. Peu à peu, les cœurs se tournèrent. Les doutes se muèrent en promesses. Une Ligue sainte naquit fragile, hésitante, mais réelle. Des troupes de Bavière, de Saxe, de Franconie, d'Autriche commencèrent à se mobiliser. Mais au milieu de ces voix nobles, l'une résonna plus fort que les autres. Au nord, dans les vastes terres de Pologne, le roi Jean III Sobieski écoutait. Guerrier né, vétéran de batailles sanglantes, il comprit immédiatement l'enjeu. Tandis que d'autres tergiversaient, il enfourcha son cheval. « Sauver Vienne », déclara-t-il, « c'est sauver la Pologne. » Et, dans ce geste, l'histoire bascula. Depuis les plaines de Pologne, ses yeux se tournèrent vers l'ouest. Le roi Jean III Sobieski, qu'on appelait déjà le lion de l'Échistan, n'hésita pas. Là où les empereurs fuyaient, où les nobles parlementaient, lui vit un devoir sacré. Ses conseillers le pressèrent de prudence, craignant pour les frontières, pour l'équilibre interne, mais Sobieski resta de marbre. « Si Vienne tombe, dit-il, ce ne sera pas la fin. Ils viendront pour Cracovie, pour Varsovie. Mieux vaut les affronter là, bas que sur notre propre sol. » Ce n'était pas une campagne, c'était un serment. Tandis que la Ligue sainte prenait forme Bavière, Saxe, Franconie, Souabe, la décision de Sobieski donna une âme à la coalition. Il n'était pas un roi de cour. Il avait combattu au coude à coude avec ses soldats, sabre à la main, dans la boue comme dans la neige. À Chossim, il avait déjà brisé les Ottomans. Et il le ferait à nouveau. Son armée, forte de 70 000 hommes, traversa le Danube, endurant chaleur, faim, fatigue. Mais chaque pas les rapprochait du destin. Derrière eux, les églises priaient. Devant eux, l'Europe retenait son souffle. Et lorsque les plaines de Vienne se dessinèrent à l'horizon, Sobieski descendit de cheval, contempla le champ de bataille et ne murmura ni peur, ni gloire. Il murmura foi. Depuis les tours éventrées de Vienne,
La fumée montait comme une prière. À l'intérieur, Starhemberg et ses hommes s'accrochaient aux dernières miettes d'espoir. Chaque heure était un combat. Chaque souffle, une résistance. Mais au matin du 10 septembre, les guetteurs sur les remparts virent quelque chose changer. Des drapeaux, des mouvements dans les arbres, des croix brillant au sommet des collines. De l'aide réelle, vivante, armée était enfin arrivée. Au-dessus de la ville, l'armée de Sobieski s'étendait comme un orage prêt à éclater. Ils avaient survécu à une marche impitoyable, mais leur foi était intacte. En contrebas, le camp ottoman couvrait la plaine comme une mer de tentes et de lances. Entre ces deux mondes, Vienne brisée, fumante, mais toujours debout. Kara Mustafa vit les renforts arriver. Il ne broncha pas. Il croyait toujours tenir la victoire. Son armée était immense, ses tranchées solides, son siège implacable. Il pensait pouvoir à la fois contenir la ville et repousser les assaillants. Mais ce qu'il ne voyait pas ou refusait d'admettre, c'est que Vienne avait déjà accompli l'impossible. Elle avait tenu bon, assez longtemps. Le miracle se tenait désormais sur les hauteurs, et le jour du jugement approchait. Le 11 septembre fut un jour de silence. Non pas de paix, mais de tension contenue. Sous la canopée dense du Kalberg, Sobieski et ses commandants étudiaient le terrain comme on étudie un piège. La pente était raide, les forêts épaisses, les chemins étroits, mais dans cette difficulté, ils virent une arme. Dissimulée dans les bois, près de 70 000 hommes attendaient. Lanciers polonais, fantassins allemands, fusiliers autrichiens, et, cachés plus loin encore dans l'ombre, une force que l'histoire n'oublierait jamais. 20 000 cavaliers silencieux, impassibles, prêts à frapper comme la foudre. En contrebas, Kara Mustafa fortifiait son emprise, certain que rien ne pourrait le déloger. Il voyait les collines, mais pas la tempête qu'elles abritaient. Sobieski, lui, observait tout. Il savait que la moindre erreur pouvait tout briser. Les langues se mêlaient, les orgueils se frottaient, mais son autorité unifia. Et alors que le soleil déclinait, il parla non comme roi, mais comme père d'une croisade. Ce combat n'est pas pour des terres, il est pour nos foyers, pour notre foi, pour l'avenir. Ces mots s'ancrèrent dans les cœurs comme des serments, et dans la nuit noire, une armée entière retint son souffle. L'aube porterait la guerre. À l'aube du 12 septembre, les collines de Vienne frémirent, non de vent, mais de vie. Les frondaisons du Kallenberg s'écartèrent, laissant déferler une armée cachée jusque-là dans les ténèbres. En contrebas, le camp ottoman s'étalait tel un labyrinthe vivant, encore engourdi par la nuit. Puis, soudain, le tonnerre. Les canons rugirent, les mousquets éclatèrent. La Ligue sainte lançait son assaut. Sur le flanc gauche, les troupes impériales menées par Charles de Lorraine se ruèrent vers les murs nord de la ville. Au centre, Allemands et Autrichiens avancèrent à travers les forêts, heurtant les avant-postes ottomans. Et derrière les remparts, les défenseurs viennois, affamés mais brûlants de rage, jaillirent à leur tour, incendiant les tranchées, semant le désordre dans les rangs ennemis. Kara Mustafa, surpris mais encore maître de lui, envoya ses renforts. Les janissaires répondirent avec une rigueur implacable, leurs tambours résonnant comme un cœur battant dans la tourmente. Les cavaliers turcs balayèrent la plaine, les Tatars filèrent sur les flancs. Mais la pression montait. Pas à pas, la coalition chrétienne avançait. La fumée recouvrait le champ de bataille. La poudre, la sueur et la peur saturaient l'air. Et pourtant, dans ce chaos, une dernière force attendait silencieuse, tapie, prête à faire trembler l'histoire. La bataille faisait rage, comme une tempête qui refusait de se dissiper. À la mi-journée, les plaines de Vienne n'étaient plus que feu et acier. Les lignes alliées progressaient, lentement, douloureusement, brisant les défenses ottomanes à coups de baïonnettes et de courage. Les janissaires tenaient bon, dressés comme des piliers de pierre, croisant le fer dans une fumée suffocante. Kara Mustafa, déterminé, lançait vague après vague dans la mêlée. Il pensait que l'usure suffirait à briser ses ennemis. Il se trompait. Chaque mètre gagné par les Ottomans était repris 2 fois plus violemment. Dans la ville, Starhemberg et ses troupes luttaient comme s'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils mettaient le feu aux engins de siège, semaient le chaos dans les lignes arrières. Les plaines hurlaient sous les canons, les forêts vomissaient des salves. L'épuisement gagnait les 2 camps, mais la pression ne faiblissait pas. Et là-haut, sur les hauteurs, la cavalerie attendait encore. Sobieski, regard d'acier, observait les lignes ottomanes vaciller. Pas encore brisées, mais instables. Il sentait que le moment approchait. Un seul interstice, une seule faille, un espace, aussi mince soit-il, où l'on pourrait faire passer des ailes.
Puis la terre se mit à vibrer, non sous les canons, mais sous les sabots. Depuis les hauteurs du Kahlenberg, une déferlante s'élança comme l'éclair fendant un ciel noir. En tête, le roi Jean III Sobieski, l'épée levée, les yeux fixés sur le cœur du camp ottoman. Derrière lui, près de 20 000 cavaliers, rugissant comme une mer libérée. Les hussards d'Ailé de Pologne fondaient enfin sur le champ de bataille. Leurs armures luisaient comme du métal liquide. Les lances s'abaissèrent. Et ce sifflement spectral des ailes d'aigle attachées à leur dos glaça le sang bien avant l'impact. Pour les soldats ottomans, c'était une vision de cauchemar. Épuisés par des heures de combat au sol, ils n'avaient pas prévu ça. Pas une charge, pas un raz de marée. Il était trop tard. La cavalerie frappa les flancs ottomans avec la force d'un dieu courroucé. Les sipahis s'effondrèrent. Les lignes d'infanterie éclatèrent. Même les janissaires, d'ordinaire imperturbables, reculèrent de stupeur. Sobieski ne ralentit pas. Les hussards taillèrent à travers les tentes, les canons, les étendards. Ce n'était pas une attaque, c'était un ouragan tombé du ciel. Un jugement porté sur des ailes de plumes et d'acier. Le camp ottoman s'effondra dans un chaos indescriptible. L'armée de Kara Mustafa, si vaste, si assurée au lever du jour, vacilla sous le choc comme une muraille rongée de l'intérieur. Les hussards polonais frappèrent de plein fouet, tels des éclairs vivants. Les cavaliers sipahis furent désarçonnés, balayés comme des feuilles dans une tempête. Les servants d'artillerie abandonnèrent leurs pièces à moitié chargées. Même les vétérans les plus aguerris jetèrent leurs armes et prirent la fuite. Sobieski menait la charge, implacable, son épée taillant un sillon à travers la fumée. Derrière lui, les cuirassiers allemands, les dragons autrichiens, s'engouffrèrent dans la brèche. L'armée ottomane, usée par des heures de combat et désormais prise de flanc, se disloquait. Depuis les murailles, les défenseurs viennois assistaient à l'impensable. Ce qui semblait encore une cause perdue quelques heures plus tôt se transformait sous leurs yeux en miracle vivant. Les vivats jaillirent des tours éventrées. Les larmes coulèrent sur des visages noircis par la cendre. La tente de commandement de Kara Mustafa, autrefois trône de son arrogance, n'était plus qu'un amas de soie déchiré. Le grand vizir s'enfuit dans la panique, abandonnant son siège, son honneur, son empire. Ce qui avait commencé comme une conquête se terminait en déroute. Et au centre de cette tempête, chevauchait le lion de Pologne, menant non pas une armée, mais une délivrance. À la tombée du jour, les plaines de Vienne n'étaient plus qu'un champ de ruines et de honte. Ce qui, quelques heures plus tôt, incarnait la puissance de l'Empire ottoman, n'était plus qu'une marée de fuyards. Les troupes de Sobieski, infatigables, traquaient les restes de l'armée ennemie. Chaque route, chaque pont, chaque sentier devenait un piège. Les cavaliers tatars s'égaillaient, non plus en prédateurs, mais en proie. Les sipahis abandonnaient leurs étendards. Même les janissaires, autrefois inébranlables, disparaissaient dans les bois ou s'effondraient sous les sabots alliés. Mais ce n'était pas une vengeance. C'était une neutralisation méticuleuse. Sobieski interdisait tout pillage. Il exigeait discipline. L'objectif n'était pas la gloire, c'était la fin totale de la menace. Derrière lui, les Viennois franchissaient les portes de la ville. Certains pleuraient. D'autres aidaient à traîner les canons capturés. L'air sentait la poudre, la sueur et la défaite ottomane. Le pari de Kara Mustafa, affamer la ville, briser son esprit, s'était retourné contre lui. Il avait réveillé une force qu'il n'avait pas su anticiper, l'unité, le courage, la stratégie. Ces bannières, jadis source de terreur, gisaient désormais sous les bottes de l'histoire. Vienne n'avait pas seulement résisté, elle s'était transformée en rempart. La fumée n'était pas encore retombée que Vienne s'éveillait déjà dans un frisson d'allégresse. Les cloches, restées muettes pendant des mois, sonnaient à toute volée. Dans les rues encore marquées par le feu, soldats et citoyens s'enlaçaient. Des enfants dansaient là où, la veille, pleuvaient les boulets. Et au cœur de cette liesse, monté sur son destrier, avançait l'homme qui avait défait un empire, le roi Jean III Sobieski. Les fleurs pleuvaient des balcons, les bannières flottaient. Mais au-delà de la fête, régnait le silence de l'admiration. Car Vienne n'avait pas seulement survécu, elle avait vu le miracle de ses propres yeux. Les hussards allés, auréolés de gloire, devenaient des légendes vivantes. Sobieski, lui, ne réclamait ni couronne, ni hommage, seulement des prières. La ville, meurtrie mais debout, commença à se reconstruire. Les murs furent relevés, les marchés rouverts, les alliances raffermies. L'Europe tout entière salua l'unité qui avait stoppé l'expansion ottomane. La Ligue sainte, autrefois fragile, devenait une force politique.
Et le nom de Sobieski s'inscrivait dans l'écho des cathédrales. Mais dans les tavernes, les maisons, les églises, ce n'étaient pas les chiffres ou les cartes qui vivaient, c'étaient les souvenirs, le courage, les larmes, la charge. Ce moment suspendu où l'histoire avait basculé non par puissance, mais par foi.